Notre objectif pour être heureux, ça va être de consommer plus, d'avoir des nouveaux produits technologiques. La publicité est centrale, c'est pour nous faire acheter qu'on va nous cibler et qu'on va utiliser nos données, on va mettre l'être humain en données pour le pousser à consommer. Je ne suis vraiment pas sûre que nous gagnons en liberté. Bonjour et bienvenue dans Pisser sous la douche ne suffira pas, une émission Time for the Planet, le mouvement citoyen qui déploie 100 innovations majeures pour décarboner nos sociétés et auxquelles tout le monde peut participer. Aujourd'hui, notre grande question du jour avec Juliette Duquesne, c'est « Sommes-nous encore libres ?» Chère Juliette, tu as travaillé pendant 10 ans pour le journal de TF1 et depuis quelques années, tu es journaliste indépendante. Depuis, tu te consacres à l'enquête et la rédaction avec Pierre Rabhi de carnets d'alerte sur de nombreux sujets cruciaux, l'intelligence artificielle, les semences, les OGM, la place de la finance, l'utilité ou non de la croissance. Ta carrière t'a amené à devenir une spécialiste d'un grand nombre de sujets extrêmement intéressants et au centre des problématiques majeures de notre ère. Et ce sera difficile de ne pas partir dans tous les sens aujourd'hui, tant il y a à dire. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on doit savoir sur toi, peut-être sur un plan plus personnel, avant de commencer ? J'aime beaucoup mon métier de journaliste. J'aime vraiment aller chercher l'information. Et c'est vraiment le terrain, en faisant des reportages de terrain, qui m'a amené au fil de mes reportages à m'intéresser notamment à la transition écologique, notamment aux problématiques agricoles et alimentaires, et aussi au modèle économique qui pourrait être mis en place pour respecter l'humain et la terre. C'est vraiment au cours de mes reportages que je me suis rendu compte de l'importance de ce sujet-là au fil des années. Ok. Bon alors tant mieux, parfait, c'est la transition parfaite. On va commencer direct dans le dur. Est-ce que tu peux nous donner 3 grands chiffres ou 3 informations que tout le monde devrait connaître selon toi ? Alors pour commencer, ma première grande information, ou mon premier grand chiffre, il date un peu, mais je le trouve très révélateur. En 2011, peut-être ceux qui nous regardent sont un peu jeunes, mais en 2011, c'était il y a 10 ans, il y a eu un grand moment de spéculation des matières premières, comme d'ailleurs en ce moment il y a aussi une hausse des prix des matières premières agricoles. Et en 2011, il y a eu aussi une hausse des prix des matières premières agricoles, dont le blé. Et ça a mis en fait 44 millions de personnes qui ont souffert de la faim de façon supplémentaire en 2011 à cause de l'augmentation du prix des denrées agricoles, notamment le blé. Et alors à l'époque, j'avais un peu enquêté sur le sujet. Quand on essayait de chercher les informations, il y avait certaines personnes qui disaient oui, mais c'est aussi dû à des problèmes de récolte, des problèmes du temps, etc. Alors qu'avec du recul, il y a eu des études qui l'ont montré, plusieurs études, des organismes très sérieux, qui ont montré que justement cette hausse des prix était due en grande partie à la spéculation. Plus de 60% des variations de prix étaient dues à la spéculation. Elles n'avaient rien à voir avec le climat, rien à voir avec la bonne ou la mauvaise récolte. C'était dû aux variations, tout simplement aux variations de la bourse et pas du tout à des choses très concrètes. On est passé à côté des tickets de rationnement pour des spéculateurs, quoi. Et oui, on se rend compte à ce moment-là, il y a eu des émeutes de la faim à l'époque. Il y en avait eu en Tunisie, dans plusieurs endroits du monde. Et là, on se rend compte très clairement du lien entre les excès de la finance et les implications très concrètes. On a appelé notre livre « Les excès de la finance ou l'art de la prédation légalisée ». Et là, on est dans un cas même extrême parce qu'on est carrément avec des personnes qui vont avoir du mal à se nourrir à cause de la spéculation sur des denrées alimentaires. Et c'est vrai que c'est pas du tout anodin. Moi, à l'époque, j'avais été à Genève, qui est une place très importante sur les matières premières agricoles. J'avais dû passer, je pense 150 coups de téléphone pour réussir à les tourner dans une salle des marchés, parce que c'est très très fermé. C'est vrai qu'on voyait les personnes qui appuyaient. Et eux, ils disaient justement, c'était des traders, des brokers, etc. Et ils disaient, mais moi je fais que amplifier le phénomène. Mais on se rend compte que à la base, on pouvait avoir une partie de spéculateurs. Les économistes disent qu'il faudrait environ 20%. À la base, c'était utile, ces produits dérivés, c'est-à-dire qu'on devait s'assurer du prix d'une récolte à plus ou moins le court moyen terme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces produits sont complètement déconnectés de la réalité et la spéculation a pris beaucoup trop de place. Ça, vraiment, on va rentrer dedans tout de suite après, mais peut-être je te laisse finir sur tes 2 autres infos ou chiffres. Alors, ma deuxième information que j'aimerais partager, c'est un point que je retrouve aussi à peu près dans toutes mes enquêtes, c'est que de centrer. Bien sûr que le changement climatique et les émissions de CO2 sont très problématiques et majeures, mais parfois de centrer le débat que
sur les émissions de CO2 ou le changement climatique, ça peut avoir des dérives. Alors il y a un sujet que je crois que vous avez déjà traité avec Philippe Wix, que j'ai interrogé justement aussi dans mes enquêtes, et j'en ai interrogé plusieurs qui montrent ce problème-là. C'est par exemple, si on passe complètement aux énergies renouvelables en sortant de toute l'énergie fossile, on sait qu'on va avoir un problème au niveau des métaux, dans les prochaines dizaines d'années, on va avoir des manques d'approvisionnement de métaux, ou en tout cas on va avoir plus de difficultés pour aller chercher les métaux. On sait par exemple que le pic d'extraction du cuivre pourrait être atteint en 2060, donc voilà, c'est quand même pas, ça peut arriver très vite. Donc on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir continuer à croître à l'infini, et c'est lié parce que si on prend en compte qu'un indicateur, que les émissions de CO2 ou le changement climatique, on risque de faire comme pour le PIB un peu en fait, de centrer que sur un indicateur et de ne pas comprendre qu'il faut en plus de la sobriété. Ça veut dire c'est pas de ne pas passer aux énergies renouvelables, mais de passer aux énergies renouvelables et avoir en plus une partie de sobriété. Et je m'en suis rendu compte dans d'autres enquêtes, qui c'est un peu différent, mais par exemple, dans mon enquête sur l'eau, on se rend compte qu'il y a, par exemple, j'ai interrogé le syndicat agricole, la FNSEA, le principal syndicat agricole en France, et lui explique que le changement climatique fait que dans certaines régions, on a moins d'eau, et donc il faut toujours aller chercher de l'eau, et toujours aller chercher plus d'eau pour l'agriculture industrielle. Alors qu'on sait que l'agriculture industrielle consomme énormément d'eau, plus près de 85 à 90% de l'eau est consommée par l'agriculture industrielle. Et au lieu de se dire, est-ce qu'on ne peut pas plutôt changer le système et avoir changé de modèle agricole pour avoir une agriculture plus respectueuse de la nature et de la ressource en eau, on va confondre un peu consommation et besoin. Et parfois, la façon dont on présente le changement climatique aujourd'hui peut poser problème, parce qu'on le pose de cette façon-là en se disant à cause du changement climatique, il faut toujours trouver des nouvelles solutions pour aller chercher de l'eau. On trouve ce problème en France, mais aussi ailleurs dans le monde, en trouvant souvent des solutions marchandes. Donc je pense qu'il faut faire attention à la façon dont on présente cette problématique, en essayant d'avoir une vision globale, pour accepter aussi qu'il va falloir avoir une part de sobriété. Et justement, c'est un peu le poète qui dit je ne veux pas changer les règles du jeu, je veux changer de jeu. Donc c'est ce que tu dis, on ne peut pas changer les règles du jeu, là il faut complètement changer de paradigme, mais tout est interdépendant. Et en fait, c'est ce que tu découvres dans tes carnets, quoi. Oui, je pense qu'il faut vraiment... Des fois, aujourd'hui, on se contente plutôt de contenir le système plutôt que de changer profondément la structure. Et ça, je pense que ça pose problème, en fait. Dans plein de domaines, on se contente de contenir le système plutôt que de changer la structure. Et ça, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, mais j'ai beaucoup d'exemples qui montrent ça dans mes différents sujets. Et à chaque fois, pour la finance, pour l'eau, pour l'agriculture, à chaque fois, on se contente de contenir le système, et ça coûte plus d'argent, en plus, au final, de faire ça. Et c'est très néfaste. Après, peut-être, j'ai un autre chiffre qui est un peu plus, on va dire, positif. C'est que moi, à travers mes enquêtes, comme je disais tout à l'heure, je me suis vraiment rendu compte que l'alimentation et l'agriculture étaient vraiment au centre. Que si on ne changeait pas l'agriculture et l'alimentation, on n'arriverait pas à changer le système plus profondément. Et souvent, quand j'ai été interrogée, Monsanto, toute l'industrie agroalimentaire, le premier argument qu'ils donnent, c'est l'agriculture ne pourra pas nourrir la planète si on passe à un autre modèle. C'est grâce aux pesticides, aux engrais qu'on peut aujourd'hui nourrir la planète. Ça, c'est un argument qui est énormément développé, qui est énormément repris aussi par le grand public. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'agriculture industrielle qui nourrit la planète. C'est un état de fait. N'importe quel spécialiste qu'on interroge sur le sujet le sait. Les études, c'est prouvé et reprouvé. Ce sont les paysans, les petits paysans, l'agriculture industrielle nourrit les pays riches, mais pas du tout les pays pauvres. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Après, le deuxième point, c'est est-ce qu'on pourrait nourrir la planète avec l'agroécologie et l'agriculture biologique? Alors moi, quand je parle d'agroécologie ou d'agroécologie, c'est même des systèmes qui vont aller
plus loin que l'agriculture biologique, ça veut dire en système de polyculture, avec un peu d'élevage par exemple, pour avoir du bon fumier pour faire du compost, des plantes qui vont s'associer entre elles pour mieux grandir, avec un peu de céréales, un peu de maraîchage. Voilà, c'est des systèmes assez aboutis, même avec de l'agroforesterie, en utilisant plutôt des semences dites paysannes. Enfin voilà, tout un système à mettre en place. Souvent, ça prend un peu de temps. Et il y a plusieurs études qui ont montré qu'on pouvait tout à fait nourrir la planète, même avec l'augmentation de la population. Demain, on peut tout à fait nourrir la planète à 2 conditions. En Europe, par exemple, il faut réduire notre consommation de viande de l'ordre de 50%. Ça ne veut pas dire plus du tout de viande, mais beaucoup moins de viande. Ça dépend bien sûr de l'origine de la viande. Ça va être de la viande justement dans des systèmes de polyculture. Et de la viande qui va manger de l'herbe, enfin des animaux qui vont manger de l'herbe et pas des céréales qui utilisent énormément de terre et énormément d'eau. Ou de la vache folle avec des poudres d'animaux. Voilà, donc ça va être des animaux qui vont se nourrir autrement. Et l'autre point, c'est qu'il va falloir aussi manger local. Et il va falloir manger local parce que, pas simplement parce que ça pollue de déplacer la nourriture, mais aussi pour que chaque déchet serve de ressource, pour que justement le fumier de l'élevage de porcs, d'animaux va pouvoir servir aux maraîchers ou même dans la même ferme va pouvoir servir. Et ça, je trouve que c'est intéressant et c'est souvent une information qui est quand même très méconnue par le grand public. Alors là, vous avez peut-être un public averti, mais en tout cas, pour le grand public, c'est moins connu. Et si j'ai une dernière information, du coup, ça serait un quatrième chiffre que je trouvais intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on sait que la pollution du numérique est loin d'être négligeable. Ça, je pense que c'est une information que la plupart des personnes... La vélocité de l'augmentation des émissions dues à la pollution du numérique est considérable. Ça, je pense que tout le monde le sait. Mais par contre, dans la pollution du numérique, moi, je me suis rendu compte en faisant ma dernière enquête qu'il y a un point qui est souvent mal connu, c'est que plus de 70% de la pollution du numérique, que ce soit les émissions de CO2, la pollution de l'eau ou la consommation des métaux, consommation de l'eau et de la consommation des métaux, pardon, ces 3 facteurs, plus de 70% de la pollution est due à la fabrication des équipements. Donc en fait, c'est parce que nous avons trop de téléphones, qu'on les change trop souvent, qu'on a trop de smartphones et autres. Et ça, c'est un point intéressant parce que justement, là, ces dernières semaines, on a beaucoup entendu pendant la COP26 de reportages ou d'entreprises qui se vantent d'être efficientes énergétiquement dans des entrepôts, dans des usines, avec des usines très high-tech. Alors j'ai entendu ça plein de fois ces dernières semaines, sauf qu'on oublie un point essentiel, c'est qu'on ne prend pas en compte la fabrication de tous les capteurs et de tout le matériel informatique qui va faire que cette usine ou cet entrepôt va être efficient énergétiquement sur le long terme. Mais si on ne prend pas en compte la fabrication des capteurs, ça n'a absolument aucun sens. Et là, c'est pareil. Enfin, moi, j'ai interrogé des dizaines de personnes sur le sujet de la pollution du numérique. C'est un fait. Là, pour le coup, c'est pas du tout discuté que la pollution du numérique, la plus grande partie, c'est la fabrication des équipements. Donc, si on ne prend pas en compte l'ensemble du périmètre et l'ensemble du cycle de vie du produit, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que ces dernières semaines, notamment, on a beaucoup entendu de choses sur ce point-là. Et là, par exemple, c'est une information qui est fausse. Vraiment hyper précieux. Il y a tellement de choses sur lesquelles je pourrais rebondir que je vais m'en tenir un peu à ce que j'avais prévu parce que je voulais commencer par la finance à l'origine. Je trouve que peu de gens connaissent. Moi, j'ai dévoré tes carnets. Celui-là a été incroyable. Il m'a vraiment mis une gifle. En fait, ce qui m'a le plus intrigué, c'est que c'est des choses finalement pas si compliquées et pas si inaccessibles. Et c'est vrai que ça fait un peu peur. On a l'impression que c'est inaccessible. Alors, je te cite, il y a un truc qui m'a un peu marqué. J'aimerais bien que tu commentes. Tu dis « Sans changement structurel de ce secteur, aucune véritable évolution de notre société ne sera possible ». Tu peux détailler ça parce que... Mais c'est vrai qu'on a l'impression... Alors moi, j'ai découvert le sujet de la finance au moment de la crise financière. J'étais à l'époque reporter de terrain, donc j'étais étonnée. C'est un sujet où en fait, on ne pouvait pas aller tourner au sein des salles de marché. Souvent, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on faisait des reportages à la télévision, on mettait 2 économistes et puis des images d'archives. Parce que en fait, c'est un endroit où les journalistes ont peu accès. Et moi, j'ai eu envie de comprendre comment fonctionnaient ces marchés financiers qui avaient un impact considérable. On l'a quand même découvert énormément. Enfin, beaucoup d'économistes le disaient depuis longtemps, mais on l'a découvert de façon plus concrète au moment de la crise des subprimes en 2008 et après la crise de la dette qui a découlé en 2011. Et c'est vrai qu'on se rend compte que le financement
des entreprises, le financement global de l'économie a un impact très concret sur la façon dont on va organiser une société. On se rend compte que le fait que, par exemple, ces dernières années, les entreprises se sont considérablement financiarisées, notamment les multinationales, ça a un impact très concret sur notre quotidien à tous. Moi, ça a eu un impact dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé parce que c'était aussi des entreprises. Et on sait très bien que depuis ces dernières années, l'investissement et l'emploi sont devenus la variable d'ajustement pour que les dividendes restent constants, voire augmentent chaque année, parce que le risque sinon c'est que le cours de la bourse chute et que l'entreprise soit rachetée par une autre. Donc les chefs d'entreprise n'ont entre guillemets, pas d'autre choix, s'ils veulent, c'est ce que, en tout cas, ils annoncent, ils n'ont pas d'autre choix que de chaque année avoir au moins le même nombre de dividendes, voire que les dividendes augmentent. Et ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, c'est les emplois et l'investissement qui deviennent la variable d'ajustement. Il y a même un économiste que j'ai interrogé qui a montré qu'aux États-Unis, les entreprises versaient plus d'argent au marché financier que l'inverse. Alors que la finance, normalement, elle est là pour financer l'économie. Donc on se rend compte que, et ça a aussi un impact sur nos démocraties, les États se financent énormément sur les marchés financiers, c'est qu'eux aussi ils ont décidé ça, ils ont donné un pouvoir aux marchés financiers énorme, à tel point que la politique d'un État va être jugée sur les marchés financiers. On l'a vu à plusieurs reprises, quand la Grèce a essayé de mettre en place d'autres politiques, on l'a obligé à faire des plans d'austérité. Alors, dans les entreprises, on a voulu faire des plans d'économie, et au niveau étatique, faire des plans d'austérité à répétition aussi. On le voit bien depuis ça a dégradé le service public dans tous les pays, et au profit d'une hypertrophie de la finance, une finance qui a quand même considérablement augmenté. Hein. Lors de mon enquête, c'était le PIB des pays européens équivaut à 3 fois... les banques, le bilan des banques équivaut à 3 fois et demi le PIB des pays européens. Donc Juste ça c'est hyper important. Ça veut dire quoi en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'elles pèsent, les banques dans leur bilan pèsent plus que le PIB des pays européens. Donc il y a une hypertrophie de ce secteur qui en plus finance très peu l'économie réelle. Un autre chiffre qui est très, très parlant que j'avais mis aussi dans cette enquête, c'est que on a montré aussi que ces entreprises finançaient seulement dans ces 12% dans ces actifs, il n'y a que 12% de crédit à des entreprises non financières et 16% à des prêts aux particuliers. Donc en fait, on a financiarisé toute une partie de l'économie où les bénéfices restent au niveau de la sphère financière, et c'est un vrai problème. Et c'est une des raisons, alors il y a plusieurs raisons à cela, on pourrait faire pratiquement 3 heures dessus, mais il y a quand même plusieurs raisons, peut-être en quelques mots. C'est moi, ce qui m'avait marqué pendant cette enquête, c'est que normalement la finance, elle est là pour prendre un risque. C'est-à-dire, elle va financer un crédit, financer une entreprise, et elle doit l'évaluer et prendre un risque. Et en fait, la finance, au fil des années, n'a plus voulu prendre de risques. On a cru qu'elle a pris trop de risques. En fait, c'est l'inverse. Elle ne voulait plus prendre de risques. Par exemple, à travers de différentes manières. Tout d'abord, il y a eu des produits dérivés, même sur les crédits. Alors, quand je dis produits dérivés, ça veut dire qu'on sait que les banques ont pris des assurances pour si jamais la personne va faire défaut. Alors que normalement, c'est justement ça, le rôle de la finance, c'est justement d'évaluer le risque. On n'a pas besoin d'avoir une assurance en plus. Donc juste un produit dérivé pour que tout le monde comprenne bien. Par exemple, un produit dérivé, c'est, pour l'exemple très concret, c'est l'exemple dont on parlait tout à l'heure, c'est au départ, c'était utile. Hein, c'est par exemple, si un agriculteur veut s'assurer du prix de sa récolte à moyen terme, il va s'assurer du prix, et donc on va appeler ça un produit dérivé. Le problème, c'est que ça a pris trop d'ampleur et ça s'est déconnecté de l'économie réelle, sur le marché d'échange aussi. Par exemple, une entreprise ou un exportateur veut s'assurer, par exemple, du prix du dollar dans plusieurs mois. Donc ça sert à ça à la base. Le problème, c'est que ça s'est complètement déconnecté de la réalité et que ça a pris beaucoup trop d'ampleur et qu'on pourrait diminuer ça. Et pour revenir en tout cas sur le côté risque, le fait que la finance aujourd'hui ne veut plus prendre de risque, c'est vraiment un point essentiel. Et il y a un autre point là-dessus qui est aussi essentiel, c'est que par exemple, ce sont nos dépôts qui servent souvent de caution pour la spéculation, et que les États ont
notamment pendant la crise des subprimes, ont renfloué les banques, ont évité que les banques fassent faillite, et que du coup, les marchés financiers ont intégré ça, que quoi qu'il arrive, on allait les renflouer. Donc ça fait que ça prend une ampleur incroyable. C'est pour ça aussi qu'il y a cette hypertrophie de la finance. Parce que quoi qu'il arrive, elles savent très bien que les États vont les renflouer. Et depuis la crise des subprimes, donc la crise des subprimes, je n'ai pas besoin de réexpliquer, je pense que quand même les personnes savent, mais depuis cette crise-là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas du tout eu de réformes. Il y a eu des réformes, par exemple le capitaux propres des banques, c'est-à-dire le coussin, on a renforcé en fait les capitaux propres des banques. Pas de beaucoup, pas de beaucoup, 2 à 3 fois, en tout cas c'était ça au moment de l'enquête, et là en plus pendant la crise de la Covid, ça a eu tendance à être un peu déréglementé. Et surtout, c'est que là aussi, on a essayé de contenir le système sans changer les fondements. Donc on a fait des réglementations très complexes, très difficiles à comprendre, ou même d'ailleurs ceux qui essayent de militer pour une autre finance n'ont pas les moyens nécessaires pour faire du plaidoyer face au lobbying des banques à Bruxelles. Donc ça a été très difficile de suivre les dossiers. Et on n'a pas changé profondément le système. Donc en fait, c'est pour ça que même si la crise de la Covid, c'est elle qui a déclenché aussi une crise économique, pendant la crise pendant la pandémie de la Covid, on s'est aussi rendu compte de cette déconnexion de la sphère financière par rapport à l'économie réelle, où il y a eu des envolées, des dividendes records, etc., alors qu'on avait une économie en récession. C'est révélateur qu'on a très peu réformé la finance depuis la dernière crise des subprimes. Et en France, on a un exemple très révélateur, parce qu'on a été un pays qui a voulu séparer les banques de dépôt et d'investissement. C'est-à-dire que justement, on s'est dit, c'est une des solutions pour résoudre une partie du problème de l'hypertrophie bancaire, c'est qu'on se dit, on va séparer les banques de dépôt ou d'investissement. Ça veut dire que si demain la banque de dépôt va faire faillite, on va sauver la banque de dépôt, mais pas la spéculation. Donc soit on la sépare vraiment, soit on peut faire une filiale. Donc en 2013, il y a eu un projet de loi qui a été voté, qui s'appelait un projet de loi de séparation bancaire, sauf que la loi a été complètement vidée de son contenu. Et moi je me souviens, à l'époque, j'avais écouté les auditions, c'était à la commission de finances de l'Assemblée nationale, il y avait les différents banquiers qui étaient interrogés, et il a fallu des heures d'audition du banquier. Alors là, c'était Frédéric Oudéa, donc qui était directeur général de la Société Générale, en tout cas en 2013, pour comprendre que dans la filiale, il y allait avoir que 0,75%. En fait, donc pratiquement rien. Donc en fait, on s'est rendu compte que la loi, en fait, avait été vidée de son contenu et qu'on mettait rien dans la filiale. Et ça, c'est problématique parce que déjà, on a vidé la loi de son contenu et en plus, on continue à l'appeler la loi de séparation bancaire. Et donc, le problème, c'est que on fait croire au public qu'on a réglé le problème alors qu'on ne l'a pas fait. Et ça peut vraiment encourager le populisme. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que la finance est un secteur clé qu'il faut réformer si on veut changer notre système. Moi, je me rends compte d'ailleurs que dans toutes les entreprises ou les innovations sociales sur le terrain qui sont mises en place, c'est toujours soit des entreprises, soit des associations qui n'ont aucun lien avec les marchés financiers. C'est la finance solidaire, ou d'autres modèles, mais qui sont totalement éloignés de ces modèles-là, où au final, ça ne marche pas. Et on se rend compte avec la finance verte, qui est un slogan et quelque chose qui veut être développé aujourd'hui, notamment par les instances internationales. C'est un peu comme le 0,75%, ça. Oui, voilà. Pourtant, dans la finance verte, il y a beaucoup. Alors, j'ai vu, là, selon les chiffres, ça dépend il y a un tiers qui pourrait être considéré, des capitaux qui pourraient être considérés dans la transition écologique ou la bonne gouvernance. Mais ça pose beaucoup de problèmes parce que, en fait, on s'est très mal tracé, en fait, tous ces investissements. Donc, ça pose vraiment un problème. Comment on va tracer tous ces investissements? Est-ce que vraiment, il n'y a pas une part de il y a forcément une part de greenwashing. Déjà, ça pose ce problème-là. Et puis l'autre problème, c'est qu'aujourd'hui commencent à se développer des titres beaucoup plus dangereux
qui sont des titres qui vont être basés sur la nature. Donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup, mais ça peut être par exemple, il en existe déjà, on peut parier sur, ou spéculer sur le prix futur d'une forêt, ou les revenus futurs d'une forêt, ou sur les catastrophes naturelles, sur l'eau aussi, il commence à en avoir un petit peu. Alors pour l'instant, c'est très limité ces titres financiers, mais c'est un outil qui est souvent mis en avant dans les solutions pour résoudre les problèmes écologiques, et notamment sur la baisse de la biodiversité. Donc ça voudrait dire qu'à terme, je caricature un peu, mais on pourrait parier sur la disparition d'une espèce. Donc c'est vraiment très dangereux. Et dans la finance verte, il y a une partie qui est là-dedans. Donc financiariser jusqu'à la nature, parce qu'on n'a plus rien à financiariser tellement tout l'est déjà, et donc maintenant c'est la nature qui va y passer. C'est ça, on met un prix sur déjà, ça commence parce qu'on va privatiser le vivant, ça c'est déjà le cas, on va le marchandiser, on peut le compenser et on va le financiariser. C'est des étapes différentes en fait. Mais aujourd'hui, il y a vraiment ces solutions-là qui sont envisagées par les organisations internationales. Et quand on voit... Et juste, si on explique bien ce que ça veut dire financiariser, parce que je me rends compte que c'est peut-être pas si simple. Financiariser, ça veut dire quoi exactement? Échanger un titre financier sur la nature. C'est pas un prix, c'est-à-dire un prix, ça va être les semences. On va les vendre, donc là on vend une semence. On l'a privatisée et on va la marchandiser. Financiariser, ça va être un titre qui va être échangé. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va pouvoir spéculer par exemple sur les prix futurs d'une forêt ou sur les catastrophes naturelles de demain ou par exemple sur la perte de la biodiversité. Pour l'instant, ça n'existe pas, mais ça pourrait être le cas, demain. Est-ce que ça veut dire c'est que j'achète, je vends de la forêt parce que je sens que ça va peut-être pas être aussi rentable que je pensais? Alors ça va être sur les revenus futurs de la forêt par exemple. Là. Donc c'est vraiment financiarisé, ça veut dire que c'est un titre financier. C'est pas, mais il faut que pour qu'on puisse financiariser, il faut avant avoir privatisé et marchandisé. En fait, il y a toutes ces différentes étapes. Et d'ailleurs, on a un peu tendance à mélanger parfois ces différentes étapes qui ne sont pas les mêmes, en fait. Financiariser, ça veut dire échanger sur les marchés financiers, en fait. Donc, c'est un titre qui est échangé sur les marchés financiers. Et si, par exemple, une forêt de 100 hectares est financiarisée et que son prix s'envole, que tout le monde se met à acheter de la forêt de 100 hectares, qu'est-ce que ça peut être la conséquence à la fin sur la forêt directement? Je ne saurais pas te répondre comme ça directement. Ce qui est sûr, c'est que le fait de spéculer, comme on l'a vu sur les matières premières agricoles, l'impact, c'est qu'il y a des personnes qui vont avoir des difficultés pour se nourrir. Si on va devoir, ça veut dire qu'à terme, là pareil, ça n'existe pas encore aujourd'hui sur les marchés financiers, mais ça veut dire qu'à terme, si on parie sur la baisse de la biodiversité, on pourrait gagner de l'argent s'il n'y a plus de baleines. Je caricature un peu, mais ça pourrait être ça à terme. Donc, c'est des solutions qui me paraissent dangereuses. Et en plus, et ça, moi, les économistes qui sont quand même assez critiques sur la finance et justement qui, je trouve, mettent un diagnostic intéressant, sont quand même tous un peu d'accord là-dessus. C'est quand même une drôle d'idée de confier l'avenir de la planète à la finance telle qu'elle est structurée aujourd'hui, alors qu'elle nous a mis au bord du précipice économique il y a quand même pas si longtemps que ça, qu'on a assez peu transformé la finance. Donc le but, et ça ils le répètent tous, moi les gens que j'ai interrogés, le but ce n'est pas de verdir la finance, c'est de réduire le poids de la finance. Et après, pourquoi pas la réorienter vers des investissements plus verts, c'est une bonne idée. Mais il faut surtout réduire le poids de la finance. Et pourquoi pas plutôt faire des réglementations étatiques pour régler les problèmes environnementaux. Il me semble que c'est dangereux de confier aujourd'hui l'avenir de la planète à la finance telle qu'elle est structurée actuellement. Je pense que c'est impossible, par exemple, de tracer tous ces titres financiers, ces investissements verts. Donc ça me paraît vraiment essentiel. Et c'est un sujet crucial. Et le sujet de la finance revient même à une autre de mes enquêtes qui est la problématique de la croissance. Parce qu'à la base, on a financiarisé parce qu'on a essayé de trouver des relais de croissance. En fait, plus on financiarise, au bout d'un moment, il y a des études qui montrent qu'au contraire, ça a un impact négatif sur la croissance. Mais il y a un moment où on a financiarisé pour essayer de trouver de la croissance. Parce que nous sommes dans un modèle qui est tellement basé sur la croissance, qu'un modèle basé sur la croissance sans croissance, il n'y a rien de pire. Donc on essaye de trouver n'importe quelle voie pour essayer de trouver des relais de croissance, que ce soit à un moment la financiarisation. Aujourd'hui, on va peut-être plutôt le voir vers les technologies. La démographie même, ça a été, je pense, réfléchi plusieurs fois, les politiques natalistes dans ce sens aussi.
Oui, en tout cas, ça, moi, j'ai moins étudié ce point-là, mais en tout cas, pour trouver des relais de croissance, le point de la financiarisation et aujourd'hui plus des technologies est essentiel. En plus, on voit que pour la finance, ça a plutôt l'effet, ce que je disais tout à l'heure, ça a plutôt eu l'effet inverse. Donc ça, c'est un point aussi essentiel pour changer le système. Et nous, en fait, on contrôle quelque chose encore dans tout ça, citoyens, même politique. Qu'est-ce qu'on contrôle? D'ailleurs, c'est une citation que tu as qui dit « Seuls quelques rafistolages pourront être opérés par les politiques. Voilà pourquoi les citoyens ont l'impression que les politiques n'ont plus aucun pouvoir et multiplient les réformes inutiles. » Donc là, les politiques, ils n'ont plus de vrai grand pouvoir d'agir sur le monde. Ils sont même prisonniers de la machine, quoi. Ils pourraient le faire. Si on change, par exemple, la loi de séparation bancaire, si elle avait vraiment été mise en œuvre, ça aurait été possible. Le problème, c'est que là, on se retrouve, comme dans beaucoup de mes enquêtes, dans la problématique du lobby, souvent. Et puis, il y a beaucoup d'allers-retours, notamment dans la finance, entre les inspecteurs de Bercy, par exemple, et ces grandes entreprises et ces grandes banques. Il y a beaucoup d'allers-retours. Il y a une forme de lobby, on va dire, qui est des fois un peu plus insinueux, en fait, qui est très présent. On pourrait tout à fait la réformer, la finance, mais il faut avoir un courage politique important, surtout que ça doit... C'est vrai qu'à chaque fois, on dit oui, si la France commence au lieu d'un autre pays, ce pays-là va être désavantagé, mais à un moment, il faut bien commencer quelque part si on veut le réformer. Après, le citoyen, c'est toujours pareil, à niveau individuel, ça reste limité, mais tout de même, on a l'habitude de tracer sa nourriture, on a beaucoup moins l'habitude de tracer son argent, et pourtant, c'est possible. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choix, mais il y a quand même des choix. Il y a des banques solidaires, il y a de la finance solidaire labellisée, où on peut financer des projets intéressants, où là, on va vraiment tracer son argent. Et c'est intéressant aussi de se rendre compte que où on choisit d'épargner, ça peut avoir un impact très important sur l'économie de demain. Donc ça, c'est quand même un endroit où on peut avoir un peu de pouvoir. À un moment, dans ton livre, tu parles des dividendes qui ont été multipliés par 7. Tu peux commenter ce chiffre juste pour qu'on comprenne aussi ce que ça veut dire, parce que, comme tu l'as dit, on était en récession, et en face, on a des dividendes qui se multiplient par 7. Comment c'est possible? C'est exactement ce que j'expliquais au début dans les entreprises, en fait, que ce sont vraiment les emplois et les investissements qui sont devenus la variable d'ajustement, et que c'est pour ça que les dividendes augmentent. C'est ce que je disais, les chefs d'entreprise ont peur que s'ils n'augmentent pas les dividendes, son cours d'action baisse et que par conséquence, son entreprise soit rachetée par une autre. Et ça, c'est parce que aussi, l'actionnariat a complètement changé. C'est-à-dire qu'auparavant, en France, les grandes entreprises, elles étaient détenues par un actionnariat familial à plus de 70%. Et aujourd'hui, c'est en grande partie des fonds de pension, c'est beaucoup plus court-termiste. Et c'est pour ça, notamment, que la façon dont on dirige une entreprise a énormément changé. Et moi, je me rappelle à l'époque où j'ai eu l'idée, j'ai fait l'ouvrage, j'avais fait un reportage aussi sur les plans d'économie à répétition dans les grands groupes. Et j'avais eu cette idée parce qu'on était tous autour de la table, il y avait des familles, des amis. Et en fait, peu importe l'entreprise où on travaillait, que ce soit dans la santé, c'était produits pharmaceutiques, vraiment dans des domaines très différents, on vivait tous exactement la même chose dans l'entreprise, avec les mêmes plans d'économie, exactement pareil. Et c'était intéressant de voir que peu importe le secteur dans lequel on travaillait, c'était vraiment des secteurs opposés, on vivait exactement la même chose. Et là, on avait une conséquence très concrète de la financiarisation de l'économie. Mais ça veut dire qu'on se lève tous les matins, on travaille comme des fous, on met notre vie au service de choses qui ne servent qu'à faire de 1 euro, 2 euros. C'est ça que tu nous dis là. Ça veut dire que la variable d'ajustement, c'est vraiment devenu les emplois et l'investissement au lieu des dividendes. En fait, les dividendes, eux, restent stables. Par exemple, j'ai aussi interrogé, j'ai réactualisé l'enquête justement sur la finance pendant la Covid, et j'ai interrogé Christophe Nijdam, qui est l'ancien secrétaire général de Finance Watch. Finance Watch, c'est une association qui milite pour une autre finance à Bruxelles. Et lui, je l'ai interrogé, il me dit « Mais oui, mais moi, il dit « Oui, moi, je me sens plutôt de centre droit, mais quand je vois comme ça que pendant la crise de la Covid, des grands patrons comme Bernard Arnault de LVMH ou les patrons de GAFAM voir leur fortune s'envoler parce que les cours s'envolent sans aucune raison, juste parce que c'est les États qui mettent de la liquidité sur les marchés financiers, je trouve ça profondément scandaleux. » Et c'est vrai que dans les gens que j'interroge,
interroge. Moi, ça va d'attaques de l'association qui milite pour les transactions financières à des économistes de tous bords. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y en a quand même, il y en a qui se rejoignent sur ce constat-là. Après, ce qui est étonnant aussi, c'est que dans l'enseignement, on se rend compte qu'on parle encore beaucoup d'efficience des marchés financiers, que c'est encore très présent, alors que c'est vrai que quand on voit aujourd'hui l'état de la finance telle qu'elle est construite, en tout cas actuellement, ça me paraît vraiment compliqué. Ok, bon alors, du coup, est-ce que toi déjà, de là où tu es maintenant avec toutes ces études, et après on va passer sur un autre sujet parce que tu en as plein, mais tu vois un peu comment on peut se sortir de ça? Tu as parlé un peu de réglementer, de faire. C'est principalement ça ou... Oui, par exemple, séparer les banques de dépôt et d'investissement, ça serait une très bonne idée. Ça, énormément d'économistes préconisent cette loi-là pour plus que nos dépôts servent de garantie à la spéculation. On pourrait taxer les transactions financières aussi. Ça, c'est la taxe Tobin. Voilà, et le faire sur les activités les plus spéculatives pour notamment réduire. On pourrait le faire aussi sur tout ce qui est trading haute fréquence. Vous savez, le trading haute fréquence, c'est quand on achète et on vend des actions à la microseconde. Donc, on pourrait le faire là-dessus. Donc, oui, il y a ces deux choses-là. On pourrait, déjà, si on mettait en place ces deux réformes-là, ça serait déjà bien. Et puis, il y a énormément de solutions qui sont envisagées par des économistes depuis des années. Et on sait ce qu'il faut mettre en place si on veut le mettre en place, en tout cas. Après, ce qui n'est pas simple, c'est de le coordonner au niveau... C'est sûr que c'est toujours quand une zone commence, elle risque d'en pâtir plus, mais il faut bien commencer quelque part, en fait. C'est sûr. Et du coup, ça nous amène aussi au sujet de... Bon, on en a un peu parlé, hein, mais de la décroissance. Bon, alors on va commencer large parce que toi, tu as fait tout un carnet aussi sur la décroissance. Tu peux nous expliquer juste un peu ce que tu as découvert déjà? Comme ça, je n'influe pas le... Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que toutes les formes de pollution, elles ont vraiment décollé après la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai qu'on se rend compte qu'en très peu d'années, on a réussi à mettre, entre guillemets, à mettre du plastique partout, à retrouver des pesticides jusque dans la graisse des baleines, à faire chuter la biodiversité, à polluer la quasi-totalité des cours d'eau et des nappes phréatiques en France par les pesticides. Et la corrélation avec la croissance du produit intérieur brut, elle est très claire quand on regarde toutes les courbes. Il y a de nombreux chercheurs qui ont montré le lien entre la croissance et la consommation d'énergie, dont par exemple Gaël Giraud qui montre que un économiste qui montre que si on baisse notre consommation d'énergie primaire de l'ordre de 10%, ça baisse le PIB de l'ordre de 6%. Donc voilà, il y a vraiment... on se rend compte, moi après cette enquête-là, on se rend compte que depuis très longtemps, il y a beaucoup de personnes qui montrent qu'on ne va pas y arriver si on ne réduit pas notre consommation. On consomme 3 fois plus qu'il y a 60 ans, donc il va falloir moins consommer, tout simplement, moins consommer d'énergie. Il y a l'association Négawatt qui met en place des scénarios de transition énergétique sérieux. Ils montrent par exemple, là dans leur dernier, j'ai réactualisé le chiffre, qu'il faut réduire notre consommation d'énergie de l'ordre de 26%. Ça veut dire c'est important en fait, hein, c'est vraiment pas anodin. Donc c'est sûr qu'on n'y arrivera pas si on ne réduit pas notre consommation, tout simplement parce qu'on est dans une planète finie. Et par contre, pour que cette réduction de la consommation et notre réduction du produit intérieur brut soit acceptée, il faut bien sûr réduire les inégalités, notamment dans les pays occidentaux. Et bien sûr, cette baisse ne concerne pas du tout les pays pauvres, parce que la plus grande majorité des dépenses de consommation sont faites par une petite partie de la population. Enfin, peut-être pas infime, mais une partie de la population. Le chiffre, c'est 86, je sais pas, je donne pas trop de chiffres du coup, mais très bien, il faut des chiffres. Que 86% des dépenses de consommation sont réalisées par les 20%, par 20% de personnes. Donc voilà, on se rend bien compte que c'est très inégalitaire. Donc de toute façon, aujourd'hui, on a du mal à trouver des relais de croissance. Donc il n'y a rien de pire que d'être dans une société basée sur la croissance sans croissance. Donc il vaut mieux organiser la décroissance. Alors c'est vrai que le mot, moi j'ai pas de problème avec le mot décroissance.
Je trouve au moins qu'il empêche d'aller vers de la croissance verte parce que c'est très vite récupéré. Moi, j'ai toute une partie dans l'ouvrage sur justement, il y en a qui préfèrent post-croissance, décroissance, sobriété heureuse. Pierre Rabhi aime le terme sobriété heureuse, qui est très positif aussi. Moi, je pense que déjà, si on est d'accord sur le fait qu'il faut réduire la consommation, c'est déjà pas mal, parce que déjà, on n'est pas tous d'accord. Donc, je pense que sur ce point-là, c'est déjà bien. Moi, ça me paraît en tout cas évident qu'il faut réduire notre consommation sur de nombreux plans mais il faut l'organiser en fait cette décroissance. Il ne faut pas la subir. Parce que beaucoup de gens confondent décroissance et récession. Tu peux nous expliquer un peu ? La récession, c'est ce qu'on a vécu l'année dernière. On a subi la récession, mais on n'a pas organisé la décroissance. Il y a aujourd'hui, dans mon enquête, j'ai interviewé de nombreux économistes qui sont pionniers dans ce domaine, comme Serge Latouche, Paul Arayès, Dominique Desmédas, Jean Gadret, Florence Gianni-Catrice. Il y a énormément d'économistes qui réfléchissent depuis très longtemps à comment organiser d'autres sociétés. Puis il y a des personnes qui agissent concrètement, comme Pierre Rabhi, les structures de Pierre Rabhi, puis plein d'autres associations qui mettent en place des choses pour essayer d'organiser le quotidien différemment. Après, il faudrait que ce soit bien sûr organisé de façon plus globale, mais on peut organiser la décroissance. Par exemple, il y a un point qui revient toujours sur ce sujet-là, c'est oui, mais alors comment on va faire pour l'emploi ? Ça veut dire, comme chaque année, il y a un peu de gain de productivité et un peu plus de population active, il faut un peu de croissance. Mais quand on regarde de plus près cette information-là et quand on interroge toutes les personnes qui connaissent bien ces sujets-là, on se rend compte qu'on n'est pas toujours obligé de gagner, on n'est pas obligé toujours de faire des gains de productivité. Par exemple, Jean Gadret donne l'exemple souvent de quel est l'intérêt de faire la toilette d'une personne âgée plus rapidement et de gagner en gain de productivité. Ça n'a aucun intérêt. Il y a un autre point, par exemple, si demain, en France, on passait complètement en agroécologie, il y aurait 30% d'emplois supplémentaires. Et là, par exemple, il n'y aurait pas forcément une augmentation de la quantité, mais il y aurait plus d'emplois. Et il y a un autre point, qui fait bien sûr débat en France, c'est si on réduit le temps de travail, on peut aussi avoir plus de travail. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait une étude très intéressante d'un économiste qui s'appelle Michel Husson, qui est d'ailleurs décédé il n'y a pas très longtemps, et qui lui montre dans son étude que pendant les 30 Glorieuses, il y a une idée reçue importante. Ce n'est pas la croissance qui a créé des emplois. Ça, moi, je l'ai vraiment découvert pendant mon enquête. En fait, les gains de productivité ont été supérieurs à la croissance. Donc ça montre que ce n'est pas la croissance qui a créé des emplois, mais la baisse du nombre d'heures travaillées. Alors que moi, j'étais persuadée, par exemple, que c'était la croissance qui avait créé des emplois pendant les 30 Glorieuses. Donc on peut organiser notre société différemment. Une société peut-être certainement moins mobile, plus sobre, mais peut-être plus conviviale, avec... alors moi, c'est un de mes sujets phares, et il me semble central, avec une agriculture et une alimentation différentes et centrale dans la société, où il faut vraiment changer notre modèle agricole et alimentaire. Et moi, je pense, et ça, moi, je m'en suis rendu. Moi, j'ai grandi en région parisienne. Hein. J'étais très éloignée des sujets agricoles. Je connaissais pas du tout ces sujets-là. Au départ, moi, j'étais plus sensible aux sujets sociétaux quand j'ai commencé le métier de journaliste. On se rend compte que dans les pays en voie de développement et même en Europe, c'est au moment où on passe à l'agriculture industrielle, où la main-d'œuvre se réduit dans le secteur, on va dire primaire, le secteur de l'agriculture, que se met en place la course à la croissance. Donc il faut inventer d'autres modèles, d'autres façons peut-être de vivre mieux. Ça ne veut pas dire que dans certains pays, il ne peut pas avoir un peu d'augmentation du produit intérieur brut, mais souvent, dans notre modèle économique tel qu'il est envisagé et préconisé dans les pays en voie de développement, c'est ce modèle-là, basé sur une agriculture industrielle et après le même modèle que nous avons eu. Sauf qu'eux ne bénéficient pas, parce que nous, on a bénéficié de toutes leurs ressources et de toute une protection sociale très importante et que souvent dans ces pays, ils n'en bénéficient pas du tout, parce que 80% des emplois dans les pays en voie de développement sont informels, donc ça veut dire sans protection sociale, même quand dans les pays où il y a beaucoup de croissance, comme en Inde. Hein. Donc c'est un point essentiel. Et je ne sais plus... Oui, c'était sur l'agriculture. Mais oui. Alors justement, moi, je vais peut-être dire une connerie, mais c'est pas grave, on le dit quand même et tu me diras. Je trouve quand je t'écoute qu'il y a un paradoxe, parce que bon, la croissance, elle est pas... C'est assez récent la croissance finalement, hein, à l'échelle des humains. Il n'y avait pas de croissance il n'y a pas très longtemps, donc c'est devenu un dogme, mais à la base il n'y avait pas de croissance. Et
Tu nous dis que on peut recréer de l'emploi en réduisant le nombre d'heures de travail, etc. Est-ce que c'est pas dû au fait qu'on a robotisé, qu'on a une opulence énergétique, notre capacité justement à réduire un peu l'emploi? Et donc est-ce que c'est pas finalement paradoxal le fait de se dire il faut qu'on soit plus sobre et en même temps il faut qu'on réfléchisse autrement peut-être pour recréer de l'emploi en réduisant un petit peu ces énergies. Enfin, Bah non, ça veut dire qu'on produira moins. Il ne faut justement pas du tout robotiser, en fait. Ça serait justement aller à l'opposé de ça, en fait. Moi, dans la démarche, je pense voir ce que tu veux dire. C'est ce que j'essaie de dire, ouais, en fait. J'essaie de voir dans quel sens tu... Mais justement, non, ça serait à l'inverse, en fait. Ça serait de consommer moins, tout simplement. Donc, moins produire. Et ça voudrait dire aussi revenir à aller plus regonfler le secteur primaire pour s'assurer d'une autonomie alimentaire, revoir toute la chaîne alimentaire. Au contraire, c'est l'inverse, mais pas du tout robotisé en fait. Moi, au contraire, je pense que la technologie, je dis pas, mais c'est aussi le fait qu'on pense toujours qu'il va y avoir une solution technologique à nos problèmes, et pour moi, une aberration. Et là, c'est dans ma dernière enquête sur l'intelligence artificielle et la pollution du numérique où ça apparaît clairement. Notamment, par exemple, mettre des capteurs dans des champs partout. Sur l'agriculture. Quand j'étais en Mauritanie, dans plein de champs en France, etc., l'agroécologie, ça fonctionne en fait. Ça existe, ça fonctionne, il n'y a pas besoin de capteurs, il n'y a pas besoin d'endetter encore plus les paysans. De toute façon, la plus grande majorité des personnes qui souffrent de la faim dans le monde, par exemple, sont des personnes qui sont dans les zones rurales, qui n'ont absolument pas d'argent pour acheter des pesticides et des engrais chimiques, qui n'ont encore moins d'argent pour acheter des capteurs. Et des drones. Et de toute façon, ça fonctionne en fait. Moi, j'ai été en Mauritanie, dans le désert. On voit que, bien sûr, ça met du temps. Ça peut mettre 2 à 3 ans pour que ces systèmes se mettent en place et soient efficaces. Et il faut aussi un peu d'argent pour la formation. Mais une fois que cette formation a été mise en place, ces solutions-là, elles fonctionnent. Et c'est démontré depuis très longtemps par de nombreux agronomes, par des associations qui le démontrent au quotidien sur le terrain. Et ça fonctionne. Après, moi, je pense que réformer la chaîne alimentaire, ça bloque d'ailleurs sur ce sujet-là, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, par exemple, à la COP26. Et on voit aussi que là, en ce moment, il y a la réforme de la politique agricole commune, et que, encore une fois, on ne va pas réorienter les aides pour changer notre modèle agricole. Et on parle beaucoup de bio, mais en France, il n'y a que 9,5% des terres qui sont bio. Donc il y a un vrai décalage entre le discours et la réalité des chiffres. Alors que changer le modèle agricole, ça préserverait l'eau, mais considérablement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça consomme énormément d'eau. Donc, en plus, avec le changement climatique, c'est une ressource qui devient de plus en plus vitale, même si de toute façon, elle l'est à la base. Comme il y a énormément de pesticides dans l'eau, la quasi-totalité des cours d'eau et des nappes phréatiques en France sont pollués par les pesticides et les nitrates. Donc, c'est un point essentiel. Ça préserverait les sols, ça préserverait aussi la biodiversité. L'agriculture est une des causes importantes de la baisse de la biodiversité, qui préserverait indirectement notre santé. Alors là, ça serait un autre sujet, je ne vais peut-être pas ouvrir ce point-là, mais ça préserverait aussi notre santé. Et ça, c'est sûr qu'il faut l'organiser. Ça veut dire qu'il faut quand même essayer de réorienter les aides, parce qu'il y a un temps d'adaptation quand même. Il faut 2 à 3 ans. Parce que moi, je ne mets pas du tout en cause les agriculteurs, mais un système qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que moi, je pense vraiment que ce sujet est central et qu'il faut changer et l'agriculture et aussi l'alimentation. C'est-à-dire que si on achète tous bio demain, mais qu'on achète tous dans les grandes surfaces, le risque, c'est que dans 10 ans, l'agriculteur ne pourra toujours pas vivre de sa production, parce qu'on va écraser les prix et on va se retrouver dans la même problématique. Donc il faut réorganiser toute la chaîne alimentaire. Et ça, on le voit que dans certaines régions, quand ça se met en place, ça marche. Pour l'instant, ça reste dans certains endroits. Mais par exemple, il y a des exemples où on va mettre en place des coopératives qui vendent des produits alimentaires. Donc c'est comme un petit supermarché, sauf que les écarts de salaire vont être limités, ils vont surtout acheter de la nourriture locale, assurer un certain prix aux paysans, mais comme ils prennent moins de marge, c'est pas forcément plus cher pour le consommateur. Et même certains vont même mettre en place, pour essayer d'aider les agriculteurs à avoir des terres autour de la ville. On peut essayer de mettre en place comme ça des systèmes où
toute la chaîne alimentaire va être transformée, pour pas que ça pèse que sur l'agriculteur et que sur le consommateur. Je ne sais pas si je suis claire. Si, c'est très clair. Moi, je me dis juste, si je me fais l'avocat du diable, tu as des gens qui vont me dire, oui, mais dans une ville de 10 millions d'habitants, explique-nous comment tu fais ça. Il faut réduire les villes, c'est sûr. Si on veut que le système il soit viable pour être autonome de façon alimentaire, dans l'idéal, si on change de système et on se dit qu'on va décroître et en même temps recentrer, mettre l'agriculture et l'alimentation au cœur de nos systèmes, moi ça me paraît évident qu'on va réduire les villes, en tout cas les plus grosses. Après, ça ne veut pas dire que ce soit... Mais oui, c'est sûr que c'est un point qui me semble essentiel. Alors moi, l'argument qu'on me donne souvent, c'est « Oui, mais alors, en tout cas en France, c'est plus cher d'acheter de la nourriture bio, c'est beaucoup plus cher, c'est difficile, etc. » Alors c'est vrai que ça peut être plus cher. Après, si on achète moins de produits transformés, quand même un peu moins de viande, si on a un peu de temps et qu'on peut cuisiner, c'est pas toujours plus cher. Après, c'est pareil, du coup, ça reprend des sujets où il faut des réformes plus globales, parce que d'un niveau plus global, il y a beaucoup de coûts indirects de l'agriculture. Donc là, ça permettrait au final de faire des économies, parce que, par exemple, de mettre en place des mesures préventives autour d'un endroit où on va prendre de l'eau pour qu'elle devienne potable, aujourd'hui, souvent, on est obligé de la traiter en faisant beaucoup de traitements, des fois de façon faite par des entreprises, parfois, voilà, ça dépend où. Mais en tout cas, quand on met des mesures préventives autour de ces captages d'eau, ça veut dire mettre de l'agriculture, des partenariats avec des agriculteurs, mettre des prairies, ça coûte jusqu'à 87 fois moins cher de mettre en place ces mesures plutôt que de traiter l'eau. Donc ça, c'est un exemple qui montre que ça coûterait, par exemple, il y a le coût économique, puis après, bien sûr, il y a le coût environnemental qui est encore qui bien sûr est bien plus important. Et par exemple aussi, il y a pas mal de nutritionnistes aussi qui ont montré que si on augmentait un petit peu le budget alimentation, parce qu'aujourd'hui, il a beaucoup baissé, le budget alimentation, il est autour de 17 à 19% pour les familles. Il y a quelques dizaines d'années, il était à 29%. Donc ça a beaucoup baissé. Si on l'augmentait un petit peu, ça baisserait d'autant plus le budget santé. Parce qu'aujourd'hui, cette nourriture, elle est moins riche en micronutriments. Donc souvent, on en mange plus pour avoir le même niveau de satiété, en fait. Et donc ça pose des problèmes notamment de santé. Alors c'est sûr que c'est du coup à des niveaux plus globaux et au niveau individuel. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut bien sûr des changements individuels, mais il faut bien sûr des changements plus globaux et qu'à un moment, si on n'a pas des réformes au niveau, en tout cas des territoires étatiques et même international, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Bon, notre sujet c'est la liberté à la base, en tout cas c'est notre fil rouge. Il y a plein d'autres sujets, mais du coup... on parle souvent de l'atteinte de nos libertés que ça pourrait créer, la décroissance. C'est un peu tout le temps ce qui ressort. Est-ce que nos libertés individuelles, elles sont aussi atteintes par cette recherche de croissance à tout prix, finalement? Pour mettre ça un peu en parallèle. Oui, moi je suis pas sûre que c'est si... Le problème, c'est que si les gens... Si on a... comment expliquer ça de façon... pas trop simpliste justement. Je pense qu'au contraire, cette décroissance, si elle était mise en place avec plus de démocratie directe, ça veut dire qu'il faudrait avoir du temps pour mettre en place cette démocratie directe, que les personnes aient le temps de s'emparer des sujets. Peut-être qu'elle ne serait pas si subie que ça. D'ailleurs, il y a l'Obsoco, qui est un observatoire de la consommation, qui a fait plusieurs études, sondages sur ce sujet. Donc il y en a deux, il y a décroissance, transhumanisme, et le dernier, je ne sais pas, c'est sécuritaire, je crois. Enfin, il y a trois scénarios pour l'avenir. Il l'a fait. Alors, je crois qu'une fois, il utilise le terme de décroissance et l'autre d'utopie écologique. Et en tout cas, c'est celui qui arrive en tête. Qu'on utilise le mot décroissance ou le mot d'utopie écologique, c'est 50% 50% des personnes qui adoptent ce scénario-là plutôt que le transhumanisme ou le côté plus sécuritaire. Donc, je ne suis pas si sûre que ça serait... je ne suis pas sûre que les gens soient si heureux que ça de consommer à l'infini, etc. Donc si on organisait notre société différemment, parce que par contre c'est peut-être difficile de s'imposer ça dans un monde qui ne l'est pas du tout, je pense que je suis pas du tout sûre. Et aujourd'hui, alors là c'est plus sur le sujet sur la technologie, mais
aujourd'hui, on subit en fait tout ça. On n'a pas vraiment le choix, notamment sur les avancées technologiques. On se rend compte des aspects négatifs de la généralisation de produits technologiques ou d'intelligence artificielle une fois que c'est généralisé, et là on n'a pas le choix justement, et on les subit indirectement, et on n'a pas du tout le choix de ces avancées, et qui nous limitent dans nos libertés, dans notre surveillance, des surveillances étatiques, ou des surveillances par des multinationales pour nous cibler et nous vendre des produits, et on en revient à la croissance. La publicité est centrale, c'est pour nous faire acheter qu'on va nous cibler, et qu'on va utiliser nos données, on va mettre l'être humain en données, pour le pousser à consommer. Donc je ne suis vraiment pas sûre que nous gagnons en liberté. Après, moi je trouve qu'on gagne en liberté. Moi j'adore mon métier justement, même si des fois je ne vous cache pas que l'état des lieux est un peu dur, parce que heureusement qu'il y a une partie solution à chaque fois dans les enquêtes, parce que l'état des lieux est toujours un peu dur. Mais je trouve ça très agréable de comprendre le monde qui nous entoure, et lorsque je fais toutes mes interviews, que je lis toutes ces études, etc., je l'entrecoupe, en fait, je recoupe les informations, et le moment où on comprend est très agréable. Et moi, je ne pense pas que justement aujourd'hui, nous soyons libres, notamment dans cette société qui est en train de se numériser considérablement. Et je pense qu'il ne faut pas du tout... ça, c'est plutôt dans la dernière enquête que je l'aborde, mais... en fait, le lien entre État, capitalisme et technologie est quand même assez fort, en fait. Et je pense qu'il ne faut pas du tout le sous-estimer. Et voilà, et c'est vrai qu'en plus, notre société où on est de plus en plus surveillé crée quand même une forme de paranoïa généralisée. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est plus vrai. Et ça n'a pas été facile pendant l'enquête de savoir à chaque fois justement ce qui avait été mis en place, les dispositifs de surveillance, comment étaient récoltées nos données, pour quel objectif, etc. Et là, il y a un vrai risque pour nos démocraties d'une paranoïa généralisée. Et ça, j'ai interrogé Benjamin Bayard de la Quadrature du Net, qui le dit très bien là, dans notre enquête, que ça va rendre les gens fous, et ça peut être très dangereux, en fait. Et en plus, cette paranoïa généralisée, elle est justifiée, parce qu'il y a parfois il y a quand même des scandales régulièrement qui sont mis en avant. Et en tout cas, aujourd'hui, une partie de cette intelligence artificielle, elle est justement utilisée pour nous cibler et pour nous pousser à consommer. Donc ça, même si on a abordé énormément de sujets, ça se recoupe en fait, tous ces sujets. Tu veux boire un peu? Si tu veux, vas-y. Ouais. Du coup, moi, j'aimerais te poser une question assez large. Nous, on essaye de détecter des innovations qui peuvent changer la donne pour faire moins. Parce qu'on pense que l'innovation, ça peut nous aider à faire moins, consommer moins, émettre moins. On pense d'ailleurs que l'innovation, ça doit être ça aujourd'hui, puisque c'est quand même notre grand sujet. Et par exemple, on a des sujets où il y a de l'intelligence artificielle. Typiquement, je pense à Beyond the Sea, qui est une innovation qui permet de déployer des voiles de kite géantes pour faire consommer moins aux navires qui transportent des trucs. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à piloter ça avec des humains, parce que les courants sont changeants, et donc ils mettent une intelligence artificielle. J'aimerais bien que tu me donnes un peu ta vision de l'innovation et que tu rebondisses là-dessus. Moi, je crois beaucoup plus aujourd'hui, parce que je pense que là, la technologie, elle a pris un tel poids, et on est tellement dans une course frénétique vers la technologie que je crois beaucoup plus en l'innovation sociale. Et ça, je trouve ça... Là, par contre, sur le terrain, j'ai vraiment vu des choses incroyables, vraiment très intéressantes qui sont mises en place. Les premiers paniers bio, ils ont été mis en France en place pour réinsérer des personnes dans la société au départ. Je trouve ça hyper intéressant. Au départ, c'était pour que les gens se réinsèrent, et on a créé les premiers paniers bio. Donc voilà, c'est super. Moi, j'avoue que à travers toutes ces enquêtes, etc., je crois beaucoup plus en l'innovation sociale, au fait que... Et je pense que c'est là où des fois c'est difficile aujourd'hui, parce que l'État, la place de l'État, et la nouvelle, en tout cas, place de l'État à trouver, elle n'est pas simple, parce que soit l'État, il va récupérer ça et casser un peu l'innovation sociale, et ces innovations sociales, elles ont aussi besoin d'être poussées. Donc je trouve que c'est difficile à mettre en place. Après, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas du tout d'innovation technologique, pourquoi pas. Après, je pense qu'il faut faire vraiment très, 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 très attention dans ce sujet, et notamment à chaque fois prendre bien en compte les capteurs, les centres de données qui vont être traités. Il faut quand même savoir que la demande de calcul en IA, elle double tous les 3-4 mois, que un programme d'intelligence artificielle le plus couramment utilisé émet la quantité de CO2 d'un vol Paris-Hong Kong.
que comme je disais tout à l'heure, pour faire marcher toutes ces intelligences artificielles, il faut des capteurs partout. Moi, il me semble, pour être tout à fait franche, qu'en technologie pure, on a déjà beaucoup de choses et que c'est justement, je pense, moi, en tout cas, c'est le résultat de mes enquêtes. Hein. Vraiment, à travers toutes ces personnes que j'interroge, qu'il faut arrêter d'aller vers cette fuite en avant technologique. Parce que, en fait, l'être humain a du mal à accepter qu'en fait, on est dans une planète finie, et voilà, peut-être qu'on a du mal à accepter notre propre finitude, notre propre mort. Notre mort, c'est sûr. Et que on ne va pas trouver quelque chose de miracle qui va nous permettre de pouvoir consommer indéfiniment, et je pense qu'il faut revenir bien distinguer les réels besoins de la consommation, du divertissement, etc. Et quand on va de quoi on a vraiment besoin, en fait. Je pense qu'il faut qu'on revienne tous à des choses beaucoup plus fondamentales. Et on a tendance très vite à se perdre. Et je pense qu'il y a un risque avec des innovations technologiques de toujours penser que c'est la solution, et qu'il faut faire, surtout avec le numérique, prendre bien en compte tout le cycle de vie. Et c'est vrai que quand on prend en compte tout ce cycle de vie, tous les chercheurs, les associations, en France, on a quand même un tissu assez intéressant hein, sur ce sujet, qui travaille beaucoup sur ce sujet, et qui montre que c'est une utopie qui n'est pas du tout réaliste devant demain des villes intelligentes avec des capteurs partout, des voitures autonomes avec des capteurs partout, que ce n'est pas du tout viable en fait de mettre ça en place. Et ça a un lien avec aussi le respect de l'humain, comme on disait tout à l'heure, de se mettre en données. Et d'ailleurs, le numérique du libre et le numérique du sobre, moi, c'est un point qui m'a beaucoup intéressée dans l'enquête, se retrouve aussi aujourd'hui sur certains points, parce que le numérique du libre, c'est-à-dire, c'est par exemple des associations comme Framasoft, l'April, etc., se rend compte très bien de la matérialité de l'informatique, parce qu'ils recréent tous les services que peuvent proposer les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Et donc, ils se rendent compte de la matérialité d'Internet, de l'informatique, du numérique, pour les mots qu'on utilise. Et le numérique du sobre aussi se rend compte de la matérialité qu'il y a derrière l'informatique. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, il me semble que ce n'est pas du tout anodin aussi d'utiliser tous ces outils informatiques. C'est-à-dire que ça, voilà, ça nous emmène presque... je suis bavarde, moi. J'ai du temps pour parler, alors je parle. Mais juste avant de rebondir encore sur un truc, mais typiquement, le GIEC, tu vois, il dit qu'il prend en compte dans ces scénarios l'arrivée d'innovations. Pour toi, ça veut dire quoi, ces innovations ? Moi, j'y crois. Je vais être franche, les innovations technologiques pour résoudre le climat, j'y crois pas vraiment, en fait. Ah oui, mais la géo-ingénierie, voilà. etc. Voilà. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, alors, innovation ? Parce que, en fait, je pense que le mot est très galvaudé. Et c'est difficile de se projeter quand on nous dit qu'il y a des scénarios qui vont devoir nécessairement faire appel à de l'innovation. Et du coup, j'aimerais bien ton avis sur toi. Quelle sorte d'innovation ? Donc, innovation sociale ? Pour moi, honnêtement, c'est une nouvelle organisation de la société par les innovations sociales. C'est vraiment... Et ça, en fait, c'est déjà là, en fait. Et c'est le côté agréable, moi, quand je fais mes enquêtes, c'est qu'on se rend compte que partout sur la planète, il y en a plein des innovations sociales où les gens ils mettent en place d'autres façons de s'organiser et que ça marche. En fait, ça marche bien, en fait, toutes ces solutions-là, qui peuvent être issues de l'économie sociale et solidaire, notamment pour le financement. Hein, c'est central, en fait, avec d'autres formes d'organisation. Et c'est souvent où ça marche le mieux, en tout cas en France, sur les territoires où ça fonctionne le mieux, c'est quand il y a une coopération entre les collectivités locales, les PME, moins les multinationales, les PME, le monde associatif, et les citoyens. Quand les quatre, ils s'associent ensemble pour créer, on va dire, d'autres façons de s'organiser, ça fonctionne. Et ça fonctionne souvent quand cette coopération, elle date. Par exemple, j'ai un exemple où j'ai beaucoup été pour montrer justement des innovations sociales à Die dans la Drôme, où en fait, cette coopération, elle date parce que justement, ils s'étaient mis ensemble pour dépolluer la rivière, qui était justement polluée par notamment une agriculture, notamment par l'agriculture, et elle date, et le fait que ces acteurs se connaissent et coopèrent ensemble, ça fonctionne. Et dans la Drôme, à Romans-sur-Isère aussi, où ils ont voulu relocaliser la fabrication de chaussures, c'est pareil, à ce moment-là, tous ces différents acteurs se sont mis à plus coopérer, et on se rend compte que ça fonctionne à ces niveaux d'un territoire, en fait. Moi,
En tout cas, le résultat je peux dire, de toutes les enquêtes que j'ai pu faire, c'est que je crois beaucoup plus en l'innovation sociale qu'en l'innovation technologique. Et je pense que c'est un leurre, l'innovation technologique. En tout cas, surtout dans la société telle qu'elle est construite aujourd'hui. Et aujourd'hui, en plus, l'innovation technologique, elle est nourrie d'énormément de fantasmes et de mythes, notamment sur l'intelligence artificielle. C'est flagrant, en fait, qu'on est nourri d'énormément de scénarios de science-fiction. C'est notre imaginaire collectif de base, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'on avait un imaginaire collectif qui ne peut pas fonctionner avec les réalités limitées, enfin les limites physiques du monde, quoi. Oui, tout à fait. Et puis on a peur, on est beaucoup dans des mythes sur le fait que demain, une grande intelligence artificielle autonome va prendre le pouvoir, alors qu'on ne se rend pas compte que déjà aujourd'hui, on a des programmes d'intelligence artificielle qui n'ont pas du tout ces pouvoirs-là, mais c'est plutôt que nous allons simplifier nos comportements pour interagir avec des programmes d'intelligence artificielle qui sont de plus en plus nombreux. Et on va simplifier notre langage pour échanger avec des machines, on va retirer de ce qui fait de nous des humains, ce qui fait l'unicité de chacun. Et ça, c'est déjà le cas. Et il y a d'ailleurs, on a beaucoup, ça fait un peu la boucle, on a beaucoup parlé des marchés financiers au début, et il y a énormément de liens entre ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans la société avec l'intelligence artificielle, de ce qui a été fait avec les marchés financiers. Pour deux raisons. C'est que dans les marchés financiers, on a mis beaucoup de mathématiques et d'algorithmes et de rapidité avec les ordinateurs. Et aujourd'hui, on est en train de faire la même chose pour l'ensemble de la société. Et je vais donner un exemple qui est très concret, parce que je trouve que c'est très parlant. C'est-à-dire que sur les marchés financiers, il faut que tout soit liquide. Il faut que tout soit, on parle de la liquidité, il faut que tout puisse être acheté à tout moment. Une action, elle puisse être achetée à tout moment. On dit plus c'est liquide, mieux c'est. Il y en a qui disent non justement, mais en gros c'est ça la liquidité. Et ben aujourd'hui, il faut que dans la société, on puisse acheter et vendre des produits à tout moment. Et même la rencontre amoureuse doit être liquide via les applications. Et il y a un vrai lien en fait. Moi, pendant que j'ai fait cette enquête sur l'intelligence artificielle, je revoyais toutes les choses qu'on avait mis en place dans la finance. Donc ça veut dire que, on n'a pas réformé ce qui a été mis en place dans la finance, et aujourd'hui, on le déploie sur l'ensemble de la société. Par exemple, ce sont les mêmes personnes qui sortent des mêmes écoles, qui font les algorithmes aujourd'hui pour l'intelligence artificielle, avec des algorithmes de prédiction où il peut y avoir des taux d'erreur importants, où les algorithmes ne sont pas testés, validés. Aujourd'hui, il y a des chercheurs justement qui réfléchissent à ça. Ils ne sont pas testés, validés avant leur déploiement. Et donc, on se rend compte c'est pas anodin de mathématiser le monde. C'est-à-dire que moi, dans mon enquête, c'était un peu une obsession, le fait comment on passe des mots aux chiffres puis au codage informatique. Et ça, même les mathématiciens qui adorent les maths le disent, que même si c'est des algorithmes très complexes, ça simplifie forcément un peu la réalité, on schématise. Et donc... Je crois que Cédric Villani nous a dit la même chose, donc... Ah bah voilà, c'est pas du tout anodin de mathématiser le monde en fait. Et d'ailleurs, moi je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais j'avais interrogé un mathématicien à l'époque qui avait mis beaucoup de maths dans la finance et qui disait, moi je regrette qu'aujourd'hui on regarde des algorithmes pour décider si on vend ou on achète des actions, plutôt que d'aller sur le terrain, regarder les entreprises, évaluer les entreprises. C'est pas anodin comme outil d'utiliser ça. Et je pense qu'on va se rendre compte de plus en plus des impacts d'utilisation de tous ces programmes d'intelligence artificielle sur nos vies. Alors il y a la pollution numérique et puis il y a aussi ce qui fait de nous des humains. Alors c'est bien parce que du coup tu parles souvent de colonisation de l'imaginaire. Tu peux du coup nous expliquer, je pense que ça fait un peu la transition. Oui, il y a beaucoup de chercheurs qui ont parlé de colonisation de l'imaginaire, Serge Latouche en France et puis d'autres chercheurs aussi et de personnes en Afrique aussi qui ont parlé de colonisation de l'imaginaire, c'est-à-dire que l'objectif, justement, que même pour des pays, pour tous les pays, c'est de consommer plus, c'est-à-dire que notre objectif pour être heureux, ça va être de consommer plus, d'avoir des nouveaux produits technologiques. On sait que 88% des téléphones remplacés fonctionnent encore. Donc on est dans cette volonté de toujours, pour être heureux en fait, de toujours consommer plus. D'ailleurs, ça a été démontré, il n'y a pas de corrélation depuis 30 ans, il n'y a plus de corrélation entre le bonheur et ils ont des indicateurs et ça ne monte pas, quoi. Ça n'augmente pas avec le... Ouais. Oui, c'est pour ça que si on organisait notre société différemment, dans une société, on va dire, plus conviviale, on pourrait
tout à fait, peut-être avec moins. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire avec pas du tout, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, hein. Il y a beaucoup de pays, il faut bien sûr que ça augmente considérablement. Et il faut, de toute façon, pour que une nouvelle société soit acceptée, on en est très loin, parce que là on discute, mais on est complètement à l'opposé hein, dans la plupart des sujets dont on a évoqué aujourd'hui. Mais il faudra réduire les inégalités, sinon ça ne sera pas acceptable. Et mais même des mesures, si en France par exemple des mesures sont mises en place, si on ne réduit pas les inégalités, je pense que ça ne sera pas acceptable par une partie de la population de restreindre des choses alors que d'autres, ça ne sera pas possible en fait. C'est de l'humiliation, oui. Oui. Mais justement, c'est intéressant parce que même sur la dimension coloniale, en fait, est-ce que les solutions, elles ne vont pas venir de pays qui ne sont pas encore trop contaminés par nos modèles, qui finalement sont, on les prêche, on dit on va les aider, on va leur amener nos modèles, et en fait, peut-être que c'est une énorme erreur et que peut-être que les solutions vont naître ailleurs, non ? Il y a des solutions qui naissent ailleurs. On parle aussi d'innovation frugale, de pays qui mettent en place d'autres choses. Bien sûr, ça va venir aussi d'ailleurs. Après, c'est aussi normal que dans ces pays, il y a une volonté d'augmenter quand même le niveau de vie quand on est aussi dans des conditions beaucoup plus difficiles avec des personnes qui souffrent encore de la faim dans le monde aujourd'hui. Donc, c'est pas si simple. Après, il y a des endroits, où j'étais en Mauritanie, où par exemple, ils sont en train de faire un village tout agroécologique à Maaden. Il y a des endroits où on met en place, on essaye de mettre en place des choses différentes, où justement, c'est pas basé sur la croissance, sur les multinationales, la numérisation et autres. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Il y a pas tant d'endroits que ça aujourd'hui dans le monde où on fait différemment. C'est pas si simple à organiser dans le monde dans lequel on est. Tout simplement, rien que pour avoir des aides, souvent c'est conditionné à des accords bilatéraux. On va baisser les tarifs douaniers, ou du coup la nourriture subventionnée et importée va envahir les pays et désorganiser complètement la paysannerie. C'était le cas il y a 20 ans, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est pas simple aujourd'hui de s'organiser différemment. Et je pense que d'ailleurs dans les milieux engagés, on se rend compte qu'aujourd'hui, voilà, comme je disais tout à l'heure, les innovations sociales, il y a des choses qui se mettent en place qui sont intéressantes, mais là, on bute un moment aussi sur le fait qu'il faut aussi que ça soit soutenu, que ça soit porté, parce qu'à un moment, les gens s'épuisent à aller à l'encontre du système constamment. C'est fatigant, c'est épuisant, et il faut aussi organiser ça, et c'est peut-être là où ça s'essouffle dans une partie de la société. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, c'est un peu l'activisme burn-out. Moi, j'ai plein d'amis comme ça qui, pareil, sont épuisés. En fait, ça les détruit. Et au final, ils n'arrivent pas à avoir le sentiment qu'ils font avancer quelque chose et ils sont épuisés. Toi, personnellement, comment tu fais pour pas être en dissonance ? Parce que tu as une vie à peu près normale, je pense. Et du coup, comment tu fais pour pas être en dissonance ? Et comment tu penses qu'on peut trouver des solutions et qu'on peut mettre en place des solutions, du coup ? C'est très large puisqu'on a vu 40 sujets, mais je te laisse choisir dans quelle direction tu veux aller. Alors c'est vrai que c'est pas toujours simple, hein. Moi j'ai été aussi à contre-mouvement au sein de grands médias où c'est pas toujours simple d'essayer de faire des reportages différemment. Puis après il faut inventer sa propre façon de s'organiser quand on part de ces grands systèmes pour justement faire ses enquêtes encore plus librement, pour revenir sur la thématique du jour. Je pense que c'est pas simple. Moi je trouve ça très agréable de pouvoir comprendre, comme je disais tout à l'heure, le monde qui nous entoure, de cultiver ma lucidité et tout ça, et de la partager, c'est vraiment très agréable, même si parfois les enquêtes, ça peut être difficile. Je pense que là, quand même, on bute vraiment sur... et c'est pour ça que c'est aussi intéressant, ce lien État, capitalisme, technologie, le fait que voilà, ça bloque. Je pense que là, on bloque vraiment à cet endroit-là et que... c'est intéressant aussi de voir que dans les gens engagés, tout le monde n'a pas le même rapport à l'État. C'est-à-dire qu'il y en a qui voudraient un État très centralisé, très puissant, pour justement, et qui peut être utile pour faire face aux lobbies, etc. Et d'autres, au contraire, qui veulent plus d'autonomie, avec un pouvoir très décentralisé, avec peut-être inventer une autre, faire différemment, en tout cas avec l'État. Donc ça, je trouve qu'il y a des choses différentes. Après, il y a toute une partie de la population qui est encore moins touchée sur ces sujets-là aussi. Hein. Donc c'est pas toujours simple. Hein. Moi, j'ai pas de solution miracle. Moi, je sais que j'aime partager, essayer de... Je pense que quand on fait ce métier de journaliste, on n'est jamais complètement objectif. Je pense pas qu'on est complètement objectif du tout. D'ailleurs, vous voyez, c'est des constats qui sont forts quand même.
Après, moi j'essaye d'être toujours honnête intellectuellement et de vraiment... moi quand je fais mes enquêtes, j'interroge entre 60 et 80 personnes et j'essaye d'avoir une vision un peu globale de la société civile. Donc j'interroge des associations, des entrepreneurs et bien sûr... j'interroge Monsanto sur l'agriculture, j'interroge Veolia et Suez sur l'eau, le syndicat agricole. Il n'y a que 2 enquêtes où j'ai pas réussi à avoir tout le monde. C'est la finance, où j'ai pas réussi à avoir les grandes banques. Même pas la fédération bancaire. Alors ça, quand j'étais à TF1, ils me répondaient quand même, mais là, en journaliste indépendante, ils m'ont pas répondu. Alors que c'est quand même leur rôle de répondre aux journalistes, la fédération bancaire. Donc ça, c'est quand même incroyable. Et c'est très révélateur du système, parce que je passe plus d'1 an sur chaque enquête. Donc ils avaient largement le temps de me répondre. Et l'autre sujet où j'ai pas réussi à avoir tout le monde, c'est le sujet sur l'intelligence artificielle. J'ai eu beaucoup d'entreprises qui travaillent dans l'intelligence artificielle, mais j'ai pas les GAFAM, qui m'ont répondu sur Google et Facebook, m'ont répondu sur certains chiffres. Mais moi, le principe, c'est que normalement, je passe à peu près 2-3 heures, enfin en tout cas entre 1 à 3 heures avec les personnes pour les rencontrer. Et là, j'ai pas pu le faire, alors que c'est intéressant de le faire, parce que même si parfois il peut y avoir beaucoup de langue de bois, on n'écrit pas de la même façon quand on rencontre tout le monde. Et ça, moi, je sais que j'essaye toujours de le faire, jusqu'à, voilà, bien sûr, s'ils acceptent ma demande. Mais du coup, dans quel état il est le monde des médias? Parce que tu vois, plus personne n'a vraiment le temps de dérouler sa pensée sur les plateaux télé, tout est timé, encore plus dans les grands médias. Et du coup, dans un monde hyper complexe, parce que là on aborde 1 million de sujets, on voit bien que c'est hyper complexe, c'est hyper grave finalement. On n'aborde plus vraiment les sujets. Est-ce que les médias c'est encore libre? Et est-ce que les médias ça a vraiment le rôle que c'est censé avoir aujourd'hui? Oui, c'est pas facile comme question. Je Moi, sais. j'adore le métier de journaliste, vraiment. Moi, j'adore chercher, j'adore rencontrer les personnes, comprendre le monde qui nous entoure. Après, je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a parlé tout au début de cet entretien, justement, la financiarisation d'une partie des entreprises, ça concerne les entreprises de presse. Donc, comme tous les autres métiers, il y a beaucoup moins de temps pour réaliser son métier. Et un peu comme sur les marchés financiers, d'ailleurs, tout le monde, par exemple... Souvent, les marchés financiers, tout le monde va sur le même produit financier. Tout le monde sait que c'est bête, mais tout le monde continue à le faire. Des fois, en caricaturant un peu, dans les médias, il y a un peu la même chose. Tout le monde va traiter du même sujet sans se poser la question si ce serait pas plus intéressant d'aller traiter un autre sujet. Mais comme tout le monde fait la même chose, au final, il y a une sorte de vérité médiatique qui se met en place. Donc, c'est sûr que moi, je me rends compte que dans certaines de mes enquêtes, notamment, il y a un gros décalage entre ce qu'on peut entendre. Voilà, après, bien sûr, je généralise un peu. Il y a bien sûr des très bons journalistes, des très bons médias. Je généralise forcément un peu. Mais il y a un gros décalage entre ce qu'on peut entendre de façon globale dans les médias et dans les enquêtes que par exemple, je peux réaliser quand je passe plus d'1 an. Notamment sur l'eau, par exemple, il y a énormément d'erreurs qui sont faites sur ce sujet-là. Et l'intelligence artificielle, où il y a énormément de mythes qui sont entretenus médiatiquement de façon importante. Après, là, je pense qu'il y a un vrai problème de finance, de modèle économique dans le journalisme qui est financé par la publicité. Et on en revient toujours au même sujet. La publicité est centrale dans beaucoup de domaines. Il faut que le journalisme trouve d'autres modèles économiques. Et la publicité qui pousse à la consommation, moi, c'est revenu dans plusieurs enquêtes, notamment la croissance et l'intelligence artificielle, qu'il faudrait limiter carrément la publicité. Parce que, pareil, en plus avec le numérique, la publicité a trouvé un terrain de jeu incroyable. Il y a alors si je ne dis pas de bêtises, 325 milliards d'euros de dépenses dans la publicité numérique en 1 an. Donc je crois que c'est 2020. Donc c'est énorme, je ne sais pas si c'est 2020 ou 2019, mais enfin c'est énorme en tout cas comme chiffre. Et on se rend compte de l'importance prise par ce sujet-là, et notamment d'ailleurs, ce qui est embêtant pour les journaux, c'est que Google et Facebook récupèrent une grande partie de cet argent-là, et que ceux qui diffusent l'information et les sites internet, notamment d'information, récupèrent des recettes moins importantes dans la publicité numérique. Donc ça pose problème. Donc moi je pense qu'il y a un vrai problème de financement des médias et puis c'est vrai que avant il y avait beaucoup plus de journalistes spécialisés. Et le problème c'est qu'aujourd'hui on a aussi de moins en moins de journalistes spécialisés. Et il faut quand même, c'est des sujets complexes, il faut quand même les comprendre. Et puis on a une société qui bouge beaucoup, qui est compliquée. Il faut, comme je vous disais tout à l'heure, comprendre quel acteur, quel intérêt il a. Moi, je donne des cours dans les écoles de journalisme, mais je leur dis à chaque fois, il faut savoir qui est en face de vous, pour quelles raisons, quand vous posez les questions, sinon il va vous balader. Donc ça, c'est vrai que c'est un point
essentiel aujourd'hui. Et pour avoir un débat public de qualité, il faut aussi avoir du journalisme de qualité. Et moi, Carnet d'alerte, pour moi, c'est aussi une façon de faire ce métier différemment. En tout cas, de le faire de façon approfondie. Il y en a d'autres qui le font, hein, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de médias indépendants, de choses qui sont intéressantes qui sont faites. Mais globalement, je pense qu'il faut revoir le financement des médias. Ok, bon, on arrive un peu au bout, mais juste toi, ta vision des choses, si je résume de ce que j'en entends, c'est qu'en fait, on est hyper actif partout, nous, tout ce qu'on a fait, et qu'en fait, on a vraiment besoin de ralentir, en fait. C'est un peu ce que j'ai l'impression d'entendre. Tu confirmes, c'est ça ta vision des choses ou... Moi, je pense qu'il faut arrêter d'essayer de contenir le système et réformer profondément le système, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et on voit que souvent on essaye de contenir, que ce soit la finance ou l'agriculture. Je donne un exemple très concret sur l'agriculture, c'est encore un chiffre, mais c'est très concret. C'est-à-dire que, par exemple, en Bretagne, il y a plus de 13 millions de porcs qui sont élevés chaque année. Ça a augmenté depuis les années 90. Et on se demande pourquoi il y a toujours autant d'algues vertes. Même si on met des stations d'épuration dans les élevages, etc., que les agriculteurs ne déversent plus le lisier directement dans les rivières, mais tant qu'on ne change pas la structure, c'est-à-dire réduire le nombre d'élevages de porcs, on n'y arrivera pas. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres des comme ça. Et souvent, je me rends compte qu'aujourd'hui, on essaie de contenir le système plutôt que de le changer profondément. Et au final, en essayant de le contenir, on le complexifie. Et on dépense de l'argent public souvent en plus, parce que c'est souvent de l'argent public qui va essayer de contenir ce système, que ce soit en finance, comme je disais tout à l'heure, où on va verser de l'argent, que ce soit dans l'agriculture industrielle pour essayer de faire des choses qui vont être, on va dire, moins néfastes pour l'environnement. Parfois, ça l'est un peu moins, mais il faudrait carrément... Si on fait un entre-deux, ça ne marche pas. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'agriculture, il faut vraiment changer le système. Il ne faut plus faire de monoculture, il faut faire de la polyculture. Il faut vraiment changer le système. Si on fait quelque chose d'entre-deux, c'est encore pire, en fait. En tout cas, ça ne marche pas. Et ça va coûter plus d'argent et ça complexifie le système. Donc, je pense qu'il faut vraiment changer profondément le système, accepter une grande part de sobriété. Et même, il y a toujours des débats incessants sur le mix énergétique qu'il faut choisir pour demain. Mais déjà, acceptons qu'il faut moins consommer et après, on parlera du mix énergétique parce que sinon, on se perd dans des débats incessants sur ce sujet. Déjà, si on part du constat, OK, on réduit notre consommation d'énergie et après, on verra quel mix énergétique on peut mettre en place. Donc, je pense, par exemple, qu'il faut accepter une grande part de sobriété. Et pour résumer, moi, je pense que le point central aussi, c'est revenir à la terre, à un système moins hors sol, et donc à changer totalement notre modèle agricole et alimentaire. Et je pense que ça changera une grande partie de nos sociétés. Et que je pense que l'agriculture et l'alimentation, en tout cas je me rends compte à travers les 6 grosses enquêtes que j'ai réalisées, est un point qui peut amener à une vraie transition écologique et à un vrai changement. Et pas faire justement... essayer de contenir le système. Si on change le modèle agricole, on change forcément, et alimentaire, hein, parce que il faut aussi changer l'endroit où on va acheter la nourriture. Si on change le modèle agricole et le modèle alimentaire, on change forcément toute la structure de la société, et c'est bien pour ça qu'il y a autant de résistance à le changer. C'est notre rapport à la nature, même de manière plus large, en fait. Il y a notre rapport à la nature, oui. Puis là, après, il y a aussi faut pas non plus, il y a aussi des lobbies très forts pour pas que ça change. Il y a aussi beaucoup d'argent en jeu. Hein. Il y a notre rapport à la nature. Il y a le fait qu'on soit hors sol. Il y a aussi des lobbies très puissants et une organisation de la société qui est faite de cette façon. Ok, bon, on a fait beaucoup de sujets. Je pense qu'on va s'en arrêter là, sinon on va vraiment perdre tout le monde dans une nébuleuse où on va avoir envie de creuser et ça va durer 8 heures. et moi le premier, donc peut-être qu'on refera un truc. Mais en tout cas, on va finir avec notre petit rituel. On a ce petit livre d'or. On propose à chacun de nous mettre un petit mot là-dedans. Ce que tu veux, voilà. Bon, allez, attends, je rebondis un dernier truc, je suis obligé parce que... nous, ce qui a aussi initié notre démarche, c'est de se rendre compte qu'en tant que citoyen, quand tu fais le maximum possible pour le climat, là on va parler du climat, mais c'est aussi relié à plein de choses, en fait, tu arrives à réduire de 20% tes émissions en faisant vraiment le max. Tu deviens végétarien, tu ne prends plus du tout d'avion, tu prends le moins la voiture possible, enfin voilà. Et en fait, 80% du reste, ça dépend de tout ce qu'on vient de dire, de tout ce qu'on vient d'évoquer. Et du coup, on n'a pas d'outils pour faire changer ça. Et enfin, nous, c'est pour ça qu'on a essayé de faire émerger un outil parmi plein d'autres, mais comment tu vois les choses pour aller faire changer cette partie-là qui ne dépend pas de nous? Parce que même en étant plus sobre,
on se rend compte quand même qu'on est dans une Ah mais machine oui, dont on dépend, quoi. Moi, pour le coup, j'ai pas la solution miracle. Moi, je sais que moi, j'aime informer, donc je me dis qu'en informant, j'espère que voilà, on fait un peu évoluer les consciences. Après, moi, j'ai pas de solution miracle à ce sujet-là, mais c'est évident qu'il faut et des changements individuels et des changements collectifs, et qu'il y a des résistances très fortes de la part des lobbies, de la part de l'État. Je reparle de ce lien capitalisme, État, technologie. On voit voilà qu'il y a vraiment un lien entre ces trois structures. Moi, j'ai pas la solution miracle hein, pour ce sujet-là. Je vais être franche. Après. Moi, j'aime mon métier. On vous posait la question à moi. J'aime mon métier, j'aime informer. J'espère qu'en informant les personnes, même si c'est quelques personnes, il y a quelques personnes qui vont, voilà, ça leur permet de mieux comprendre le monde. Et après, d'essayer d'agir en fonction. Puis agir, c'est agir à plein de niveaux. C'est agir dans sa vie, c'est agir au niveau, je sais pas, d'un vote si on veut voter. C'est agir au niveau d'un collectif, d'une association, de ce que vous faites. Voilà, agir, ça peut être à plein de niveaux. Agir, en fait, ça peut être agir en discutant avec son voisin, c'est de ces sujets-là. Donc agir, c'est à plein de niveaux. Donc, mais c'est pas simple de répondre très précisément à cette question-là. Voilà, mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut des actions collectives et des changements structurels. Ça, c'est sûr. Ce sera le mot de la fin. Merci. Mobilisons-nous afin de modifier profondément notre société grâce aux innovations sociales, à la sobriété et à une agriculture et une alimentation respectueuses du vivant. Et je vous remercie pour cette invitation et bonne continuation aux équipes de Time for the Planet.